Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur cette émission, Le Regard sur l'avenir sur la C360. Mesdames, Messieurs, merci de votre constante fidélité à nos programmes. Nous commençons cette émission avec une question. Le Burkina Faso va-t-il libérer les agents ivoiriens de la DARA? Souvenez-vous, 6 agents de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides avaient été interpellés par les autorités burkinabées le 24 août 2025 et selon le porte-parole du gouvernement ivoirien à l'issue du Conseil des ministres mercredi dernier, un dialogue serait en cours pour leur libération. C'est un nouvel épisode de tension entre deux nations qui fait couler encre et salive. On en parle dans cette émission. Et puis, les lignes bougent au sein de l'AES. Bientôt, le Parlement confédéral sera opérationnel. Les 3 chefs de Parlement s'étaient réunis à Ouagadougou à cet effet. L'avenir de la Confédération sera également évoqué dans cette émission. Et pour terminer, nous parlerons du Togo. Le Togo où la tension reste vive à cause de la manifestation annoncée le 20 septembre 2025 par le M66 pour exiger la démission du président Faure Gnassingbé. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de M. Gervais Nadambega, consultant en développement organisationnel. M. Nadambega, bonjour. Bonjour, monsieur. Et soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Deuxième invité pour décrypter ces 3 actualités, M. Alouna Traoré. Alouna Traoré est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Bonjour. Troisième et dernier invité, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Dr Ouedraogo est coordonnateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, M. Dabia. Et bienvenue également. Merci. C'est une analyse prospective qu'on va faire pour ce qui est de l'actualité du Togo parce que la marche de protestation est prévue pour le samedi. Pourtant, nous sommes aujourd'hui vendredi. Eh bien, la modification de la Constitution au Togo est visiblement une pilule dure à avaler. Les marches de protestation se succèdent et les manifestants exigent entre autres la démission du président Faure Gnassingbé. Monsieur Nadambega, je vais commencer par vous. Et ce qui est donné de voir au Togo, est-ce l'expression d'un ras-le-bol du régime Gnassingbé ou plutôt un rapprochement avec l'AES, comme le disent certains analystes? Bien, moi je pose la question à Thomas, est-ce que c'est un ras-le-bol plutôt de la population, du peuple togolais, par rapport au gouvernement? Et à cette question, ma réponse est que la situation est complexe au Togo et il faut surtout éviter dans la gouvernance des pays des attitudes de flirt. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais est en train de flirter depuis un certain temps et en rapport avec ses engagements. Si vous observez, le gouvernement togolais a été vraiment très utile à l'AES, à sa constitution. Dès les premières heures. Et on s'était donné à penser que le gouvernement togolais allait avancer ouvertement et assumer le panafricanisme que l'on pense être la ligne directrice effectivement des actions du président Faure. Mais il y a des questions qui n'ont pas de réponse. On ne peut pas comprendre que le Burkina Faso ait au Togo quelqu'un comme Damiba, avec toutes les informations que l'on a, qui continuent effectivement d'agiter, de contribuer à tous les complots, et qu'il y ait effectivement des démarches à le faire extrader au Burkina Faso, et que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'effectivement, le maintien pour une négociation quelconque avec la France pour une survie ou un renforcement de son système, on ne comprend pas. Et dans une telle situation, on peut comprendre qu'il y ait des interprétations de la part du peuple de part et d'autre. Vous savez que lorsque tu restes si longtemps au pouvoir et que tu fais effectivement des modifications, il faut que ces modifications obéissent. C'est déjà 20 ans et cette modification va permettre de rester encore très longtemps encore au pouvoir. Exactement. Et quand on le fait, il faut qu'il y ait un message fort. Et le message fort peut être que c'est construit effectivement sur une ligne idéologique claire. Parce que les populations peuvent comprendre que ce n'est pas la durée qui importe, mais c'est le chef à bord avec son idéologie. C'est le chef à bord, c'est le cas ici, mais c'est beaucoup plus effectivement la capacité à solutionner les problèmes du peuple. Regardez aujourd'hui en France, mais dans toutes les marches, encore celle d'hier, qu'est-ce que le peuple réclame? La révolution.
Mais ça semble être effectivement le pays de la démocratie, le pays de la liberté. Qui on appelle comme modèle, c'est Thomas Sankara, c'est Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui ne trouvent pas leur solution. Donc l'ensemble des peuples du monde cherchent des solutions à leurs problèmes et les systèmes politiques, les pouvoirs politiques ne sont effectivement que des leviers, des moyens, des leaders pour résoudre. Et tant que ce n'est pas résolu, par rapport à une ligne claire, vous voyez, repartons en juin, tout récemment. Allons-y en juin pour voir, il y avait déjà les premières arrestations. Et c'est là qu'il y a le Français Steve a été arrêté. Pourquoi? Parce que il accompagnait le mouvement de lutte contre effectivement la modification de la Constitution. OK. Aujourd'hui, on apprend effectivement que depuis le 17, Madame Marguerite l'ex-ministre Yakandé, l'ex-ministre des Armées, était précisément le ministre de la Défense, a été arrêté. Et que le gouvernement togolais a sorti un communiqué à l'endroit de l'Union européenne pour le dire effectivement d'arrêter de faire des intrusions dans le système judiciaire togolais parce que le système judiciaire togolais est indépendant et que le gouvernement lui-même respecte l'indépendance du système judiciaire. Bien, quand vous analysez, vous observez que c'est ce que j'appelle le flirt. D'une part, on invoque des principes constitutionnels, des systèmes de droit, du système de respect effectivement des principes universels, mais d'autre part, on les piétine. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, marcher clairement, prendre des décisions et l'assumer. Si le président Faure avait dit, moi je dénonce effectivement les accords avec la France, je rejoins effectivement l'AES parce que il y a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le cadre. Ça allait être un nouveau discours. Et ça allait donner un nouveau départ et un départ idéologique clair. Mais en ce moment, on ne sait même pas comment apprécier ce qui est en train de se passer. Alors, docteur, je suis à vous. Cette fois-ci, quelle est l'analyse que vous faites de l'actualité au Togo, marquée par ces multiples marches de protestation de la demande de démission du président Faure Gnassingbé? Ok, merci bien pour la parole. Je vais rejoindre le grand frère Nadam Bega. Il a utilisé un terme fort, complexe. Et à mon sens, ce terme réussit. C'est difficile de comprendre la démarche actuelle du président Faure Gnassingbé. Et la lecture n'est pas facile. Moi, je vais m'attarder sur 3 points. Le premier point, je pense que ce qu'on voit actuellement au Togo est aussi et surtout lié même à la longévité de la famille Gnassingbé au pouvoir. Les Togolais veulent voir l'alternance. Depuis 1967 jusqu'à bientôt, en 2027, on aura 60 ans qu'une seule famille monopolise, concentre le pouvoir politique au Togo. Et la modification de la Constitution va permettre encore à cette famille de rester d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Mais c'est celui qui était là depuis longtemps, qui a passé donc la main à son fils. Et aujourd'hui, son fils ne veut pas partir. Et même s'il n'est plus président, comme on le voit, on sait que c'est celui toujours l'homme fort. Donc cette longévité-là est, à mon sens aussi, l'une des causes des frustrations, ou en tout cas de ce ras-le-bol. À cela s'ajoutent les multiples problèmes sociaux, politiques. On sait que le Togo, malgré ses richesses, demeure un pays sous-développé, un pays donc frappé par la pauvreté. Les gens vivent largement en dessous du seuil de pauvreté. Il y a cette fracture entre le nord et le sud, cette question donc régionale qui depuis l'indépendance perdure. Donc je crois que c'est le premier élément. Et cela donc nous informe qu'il faut qu'à un moment ou un autre là, ce régime-là pense à une véritable alternance pour permettre à tout le peuple de participer à la gestion du pouvoir et de bénéficier donc des richesses nationales. Le deuxième élément sur lequel le doyen a parlé, sur lequel je vais revenir aussi, c'est le Togo, entre-temps, a semblé avoir une certaine proximité avec l'AES. Et aujourd'hui, est-ce que cela aussi n'a pas alerté l'impérialisme, le système France-Afrique, qui voit en ce monsieur-là un traître ou en tout cas un danger permanent pour la CEDEAO et pour
la France-Afrique. Justement, c'est ce qui amène certains à dire aujourd'hui que, par exemple, pour ce qui est de l'arrestation du ressortissant français, Steve Rouillat, qui a été interpellé le 6 juin dernier, alors, ce qui amène certains analystes à évoquer la velléité de la France à opérer une révolution de palais au niveau du Oui, je crois, parce que la France a peur. Ce monsieur peut à tout moment quitter la CEDEAO ou en tout cas servir la cause de l'AES. On l'a vu depuis le début. N'eût été donc le fait que le Togo n'a pas joué le jeu de la CEDEAO. La politique était donc de nous asphyxier, étant donné que nous n'avons pas de littoral, tout ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'impérialisme ou la CEDEAO, la France ne fait pas en tout cas confiance à ce régime-là. Et il faut profiter de ces troubles-là pour créer, comme vous l'avez dit, une révolution de palais pour s'assurer que le Togo ne va pas basculer donc, du côté donc, de l'AES. Et à mon sens, non seulement ça sera comme une punition vis-à-vis d'une personne qui n'a pas été fidèle aux engagements ou en tout cas aux prescriptions souterraines de la CEDEAO, mais en même temps aussi éviter d'être surpris un jour par donc, une posture du Togo qui peut être une posture contre-productive pour la politique française, donc au niveau donc, de la CEDEAO. Le troisième élément, c'est aussi, comme l'a dit le doyen, le Togo aussi paye ici le prix d'une politique mitigée. Parce que c'est vrai, il semble balancer du côté de l'AES, mais ce n'est pas manifeste. Ce n'est pas sincère. Voilà. C'est comme des vas-et-vient. Tantôt on veut, et cet équilibrisme-là est contre-productif. Il faudra à un moment donné qu'il décide. Soit je m'attache à la France et à la CEDEAO, soit je bascule du côté donc, de l'AES. Mais je comprends aussi un peu la peur de ce régime-là. Parce que le peuple est pour. Le peuple est pour quand on regarde le peuple togolais. Et même quand on regarde fort, on sent qu'il veut basculer dans le côté de l'AES. Mais comme depuis longtemps, ils ont été en partenariat avec la France, ils dépendent de la France, il faut avoir un certain courage politique que la plupart des hommes politiques n'ont pas. Et sans ce courage de rupture, si le système vous a fait, il vous sera difficile de défaire ce système-là. Et voilà pourquoi jusqu'à présent, le président Yassimbe hésite. Et à mon sens, aujourd'hui, je ne suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais je pense que c'est l'opposition, moi je crains aujourd'hui. Au Togo. Je le dis franchement, parce que je ne suis pas sûr que cette opposition n'est pas manipulée par... il n'y a pas la France ou en tout cas la CEDEAO derrière. Et moi aujourd'hui, au moins avec ce président qui est là, l'AES a encore à espérer. Mais une opposition qui vient au pouvoir, on ne sait pas quelle carte elle va jouer. Si elle joue la carte de l'opposition à l'AES, ça peut donc porter un coup dur à l'AES. Alors, M. Traoré, quelle est l'analyse que vous en faites? C'est assez complexe cette situation au Togo. Alors, qui a intérêt à voir le régime Yassimbe tomber? Complexité, pourtant la clarté est établie que le Togo continue dans cette France-Afrique-là, l'Afrique que nous avons connue, avec les accords coloniaux. Le Togo reste un bon disciple de la France-Afrique. Vous vous souviendrez les différents, malgré la tambouille, comment le président togolais est reçu à l'Élysée. Il y a beaucoup de complicité. Bon, et ça augure, c'est pas demain, la veille. Est-ce que c'est ce qui expliquerait l'arrestation de M. Steve Rouillat? C'est vrai qu'il est de nationalité française, mais ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un monsieur qui passe le temps à démonter le régime Macron, la gouvernance de Macron, et à applaudir tout ce qui se fait au sein de l'AES. Voilà, exactement. Bon, or, pour qui connaît l'AES, et le cas pratique du Togo, le co-panéliste Nadam Mega le disait récemment, dénoncer les accords coloniaux. Ça commence par là. Voilà. Il n'est pas donné à un État. Vous avez beau aimer l'AES, il faut avoir le courage de dénoncer les accords léonais qui piétinent et handicapent l'indépendance de nos États. Donc, c'est des États soumis. Maintenant, ce qui se passe au Togo, l'éveil de conscience, la prise de conscience,
Le peuple refuse de se faire marcher et de se faire dicter des lois. Et là, vous voyez, c'est la panique. Les autorités usent de répression contre le peuple. Donc, il y a des perspectives. Si le peuple, dans un mouvement de revendication de ses aspirations profondes, arrivait un jour au pouvoir, mais je vous assure qu'en face, c'est beaucoup d'années d'expérience. Vous avez vu la répression qui s'est abattue, semble pouvoir dire plus jamais ça. Et vous avez vu le temps des dernières manifestations comparativement au gouvernement. Les arrestations se multiplient et récemment, c'est l'arrestation de l'ex-ministre en charge des armées. Donc, le pouvoir en place vend cher sa peau et vend sa survie. Quant à l'espoir de voir le Togo émerger au budget de l'AES, c'est vrai, ils nous ont soutenus dans un passé récent par l'ouverture du corridor. Est-ce qu'on dirait que c'était de l'opportunisme en son temps? Bon, mais c'est leurs intérêts. Parce que les pays de l'AES, ça fait beaucoup dans l'ouverture aéroportière, ça fait fonctionner. Bon, c'est un calcul d'intérêt, c'est très conscient. Mais ça ne voudra pas dire qu'ils aiment l'AES et qu'ils peuvent faire, comme la barrière a été mise, dénoncer les accords, soyez vous-même souverain, autonome, et vous venez à l'AES. Et ça, ce n'est pas tous les présidents africains qui sont prêts à cela. Surtout le double jeu du pouvoir. Pouvoir, sur la durée, les peuples prennent conscience. Surtout, ce qui se fait en AES, en indépendance et en souveraineté d'esprit, tous les peuples d'Afrique sont intéressés par l'expérience qui se vit en AES. Donc, partout, c'est comme un appel, mais prenez vos responsabilités. Dénoncez les accords coloniaux et venez en AES. Maintenant, il faut reconnaître aussi que les habitudes dont il avait dû la corruption, la répression, divisent les rangs de l'opposition. Voilà. D'accord, mais qui a intérêt à voir le régime togolais tomber? C'est une autre question qu'on est amené à se poser. Monsieur Ndamega voudrait dire quelque chose. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que je veux préciser là où je place la complexité. En fait, le travail qui s'est fait et qui continue de se faire au niveau de l'AES éveille les consciences africaines. Encore plus, celles des pays voisins. Et aujourd'hui, le peuple togolais qui manifeste, qui prend des coups, qui accepte perdre des vies, a la ferme volonté, quand vous lisez très bien, de faire cette révolution panafricaniste, d'aller vers cette souveraineté, d'aller effectivement, de sortir de cette France-Afrique. Mais, elle tente et elle risque d'être récupérée par des mouvements qui veulent aller à l'électorat, alors que plonger dans la démocratie électoraliste va les éloigner de la capacité de pouvoir conduire leurs dirigeants au type de changement que l'on veut. Aujourd'hui, tout se joue sur ça. La France en chef, l'Union européenne, si vous avez lu effectivement leur intervention par rapport à l'arrestation de Madame Yakadé, ils veulent saisir de l'opportunité pour avoir une porte d'entrée, pour renforcer le Bénin, fragiliser l'AES. C'est ça leur souci. Ça, ce n'est même pas à cacher. Ça, c'est le souci de la France, c'est le souci effectivement, parce qu'autrement, ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Maintenant, le système interne fort veut se maintenir. Alors que, en ce moment, ils savent que l'approche qu'ils ont utilisée les a fragilisés. Donc, ils veulent renaître. Et pour renaître, il faut sacrifier quelqu'un des leurs. Et qui, mieux, peut être sacrifié à l'autel de la renaissance du propre système, c'est le fils Eyadema, pour dire que l'on quitte effectivement le règne des Eyadema, tout en restant effectivement les mêmes. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que l'opposition doit être très vigilante. Elle doit, si elle veut aller loin,
pactiser avec le peuple et l'esprit du peuple. Parce que la France se fiche éperdument, les Occidentaux se fichent éperdument d'une alternance quelconque, même si elle n'apporte pas une alternative, pourvu qu'elle permette vraiment de défendre, comme le disait Aluna, leurs intérêts. Sinon, ils n'auraient pas supporté que Eyadema lui-même fasse 20 ans, après son père qui a fait plus d'un demi-siècle, et ensemble, ils vont aller vers un siècle. Non, mais pour eux, ça ne les change à rien. Appelons un réveil sérieux qui apporte finalement une alternative contre le système prédateur occidental. Alors, docteur, très rapidement, parce qu'on a deux autres sujets. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est je reviens sur un élément sur lequel je n'ai pas pu aller au bout de mon argumentaire. C'est juste dire que la situation du Togo nous informe au mieux que la politique, le système de gouvernance que le colon nous a légué ou nous a imposé, la démocratie électoraliste ou française, là, ne pourra jamais nous donner des dirigeants qui soient aptes à nous conduire vers notre bonheur. Quand on voit le cas du Togo, c'est un cas qui nous parle. Quand on voit le cas du Sénégal, tout le monde sait que Ousmane Sonko est de très bonne volonté. Il a un sang révolutionnaire. Il a du patriotisme en lui. Mais il a été conçu, il vient d'un système qui a eu le temps de le façonner et même de plomber sa capacité donc, de réaction ou d'action vis-à-vis de la France. Quand on prend par exemple au Tchad, c'est vrai, c'est un militaire qui est arrivé au pouvoir, mais il hérite aussi d'un système. Quand on voit Idriss Déby aujourd'hui, on sent aussi qu'il veut sortir son pays de la dépendance vis-à-vis de la France. Mais il hérite d'un système que son papa a mis en place, si bien qu'on voit que sa fougue-là est amortie par ce système-là. Donc moi, ce que je vais dire, c'est pas que Faure n'est pas peut-être de bonne volonté, il peut être de bonne volonté, mais au regard des réalités internes que souvent nous ignorons, il sait que s'il franchit le pas en se rapprochant plus de l'AES, il va donc subir les fautes de la France. Voilà pourquoi il joue ce double jeu, il souffre le chaud et le froid en même temps pour espérer donner une... mais pourtant, il va falloir se décider à un moment donné. Alors, pour terminer sur ce sujet, alors, nous allons parler de la CEDEAO. La CEDEAO qui a délocalisé sa session extraordinaire, sa deuxième session extraordinaire à Abuja, au Nigeria, à cause de la marche qui était prévue, donc, qui est prévue pour le 20, parce que nous sommes aujourd'hui vendredi, il faut parler avec prudence. Alors, abandon d'un de leurs ou caution à la marche? C'est des précautions de sécurité. Parce que la rencontre, la marche va faire l'ombre à la rencontre. Or, la CEDEAO, pour le peu qui reste encore en survie, a besoin de sauver les meubles. Voilà. Donc, dans un tel contexte, il n'est pas indiqué de tenir une rencontre là-bas. Ce n'est pas un soutien à la marche, c'est des mesures conservatoires. Mais dans le même temps, on abandonne un membre de l'organisation à son propre sort. À son propre sort, mais oui, c'est les jeux d'intérêt. La CEDEAO aussi veut garder le peu qui reste pour toute la confiance qu'ils ont eue avec le régime togolais. Bon, ils ne sont pas abandonnés, ils contrôlent la situation avec l'ancien. C'est leur allié. Il n'a jamais quitté la CEDEAO, il n'exige pas mieux. Mais moi, je pense en toute sincérité que la CEDEAO joue sa vie. Hein, au lieu d'aller se mettre dans ce pétrin-là, bon, il joue des sécurités. À Abuja, c'est plus sécurisé. Et puis, bon, il continue de... Eh bien, c'est le doute. Et la CEDEAO doute de la sincérité de Faure. Non, il ne faut pas douter de la sincérité de Faure. C'est un élément à ne pas perdre. Voilà, il ne faut pas le pousser dans les camps de l'AES. En tout cas, le M66 applaudit ça comme une victoire d'étape, parce que le M66 entendait donc au cours de ces manifestations dénoncer l'inaction de la CEDEAO. Donc c'est applaudi au niveau donc de ceux qui appellent à la marche. Alors nous allons évoluer... La CEDEAO ne soutient pas le M66. Ah oui. Alors, cette actualité de la CEDEAO, c'est une transition toute trouvée pour parler de notre deuxième sujet.
Julio Madabio, le président en exercice de cette institution, était présent à Ouagadougou mardi dernier où il a déclaré que l'organisation régionale va travailler avec le Burkina Faso afin, dit-il, de promouvoir la prospérité économique de notre bloc régional, faisant allusion donc à la CEDEAO. Quel est le commentaire que cela suscite en vous, M. Nadabega? Ben, que cela arrive à quelques jours seulement avant la date qui était prévue pour la rencontre de la CEDEAO, c'est comme si, pour moi, on venait tâter le terrain, préparer les esprits et avoir certaines positions fermes de notre pays pour les présenter pour appréciation à la rencontre de la CEDEAO. Et là, quand on regarde ce qui est apparu publiquement, parce que c'est clair qu'ils se sont trouvés en tête-à-tête, et on ne peut pas parler de ce qui s'est dit en tête-à-tête, mais publiquement, il s'est contenté de défendre les intérêts de son pays, de faire la prospective des relations, du renforcement des relations entre les deux pays, et toute chose qui est une reconnaissance formelle, je le dis même institutionnelle, parce que c'est le premier responsable en ce moment de la CEDEAO, de l'AES. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est bon à prendre et qui redore le blason, effectivement, de l'AES. Bon, maintenant, on ne peut pas ne pas parler, aujourd'hui, de toutes les tractations qui sont en train de se faire toujours dans la sous-région pour affaiblir l'AES, surtout en corrélation avec des membres qui ne sont pas des moindres de la CEDEAO. Donc, est-ce qu'il faut craindre ce rapprochement de la CEDEAO avec le Burkina Faso? Je ne dirais pas effectivement qu'il faut craindre, effectivement, parce que les rencontres sont toujours de belles occasions d'échange. C'est à chaque institution, AES, CEDEAO, et c'est à chaque responsable de tenir effectivement et de se préparer pour la défense des intérêts de son institution et des intérêts de son pays. Il n'y a pas de peur quelconque à avoir. Il y a plutôt effectivement des barreaux d'honneur et des barreaux de principe à défendre. Si bien que ce que je voulais dire, in fine, c'est que dans ce cadre, il ne faut pas se gêner d'exiger de la part effectivement des États de la CEDEAO et de la CEDEAO elle-même qu'ils soient cohérents, qu'ils respectent enfin l'AES et que les éléments effectivement de respect de l'AES peuvent se définir en 3 points. 1. Poursuivre les rencontres, les résolutions de la rencontre de Bamako, qui disait qu'en fait, il y a effectivement des points de convergence, tels que la libre circulation des personnes et des biens. Et encourager chacun des États de la CEDEAO à poursuivre, ou collectivement ou individuellement, la négociation de ces rapports avec l'AES, collectivement ou individuellement, en tant qu'institution ou au niveau de chaque pays. Et c'est dans ces rapports intelligents de cette manière que chacune des institutions peut se renforcer. Parce qu'en ce moment, dans la mesure où l'AES n'est plus dans la CEDEAO, il y a à se respecter mutuellement et à souhaiter que chacun puisse défendre ses intérêts dans le respect, effectivement, de la souveraineté de chaque pays. Mais quand on observe ce qui se passe au Bénin, à la frontière du Bénin, du Niger et du Burkina Faso, quand on observe effectivement ce qui se passe à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, quand on voit ce qui se passe à la frontière effectivement du Sénégal et du Mali, parce que le blocage par le GENIM de l'import de la circulation du carburant pose un problème. Surtout si on regarde ça sous l'angle de la dernière visite de Diomaye Faye en France. On ne peut pas ne pas, quand on est critique au niveau de l'AES, soupçonner qu'il y ait une entente pour ouvrir une porte au GENIM et permettre effectivement, avec une complicité, de faire un blocus à l'AES. Puisque si on fait un blocus de carburant au Mali, on le fait effectivement à l'AES. Donc, c'est demandé, et je pense que le chef de l'État, le président du Faso, Ibrahim Traoré, dans leur rencontre en tête-à-tête, ne peut pas ne pas avoir alludé à ça. Et il faut que, en ce moment, enfin, la hache de guerre qui a prévalu
jusqu'au 29 juillet puissent être enterrés. Et que maintenant, ce soit des rapports intelligents dans le respect de part et d'autre. Sinon, on va fragiliser toute la région. On va fragiliser toute la région. Vous disiez dès l'entame que ça pourrait être une astuce de venir faire un sondage, de venir sonder, voir avant la rencontre de la CEDEAO. Mais pourquoi le Burkina en ce moment? Parce que la présidence appartient au Mali pour le moment, la présidence de l'AES. Bien, la présidence appartient au Mali, certes. Mais vous savez que, qu'on le veuille ou pas, le président Ibrahim Traoré se présente un peu comme un porte-étendard du mouvement, du grand mouvement panafricaniste, ne serait-ce que par le fait qu'il étant le plus jeune et ayant cette notoriété internationale, alors ils se disent, ben, peut-être que avec lui, on peut comprendre la stratégie qu'il y a en bas. Ça, c'est d'un. Ensuite, il faut se dire aujourd'hui que le président du Faso a fait une crainte. C'est une personne qui est crainte en ce moment au niveau du système occidental. Parce que quand il regarde des chutes comme celle de l'anglais, quand ils regardent effectivement le ballet diplomatique qui se passe, ils se disent, ça, c'est l'élément sur lequel on peut compter pour diviser l'AES. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'en ce moment, une autre stratégie qui ne se dit pas, c'est de créer la zizanie entre les trois. Le schéma Blaise Sankara reste vivace dans l'esprit. On n'aurait pas pu faire tomber la révolution burkinabé si on n'avait pas réussi cette infiltration. Ici, vous avez le tricéphalisme. Eux, ils pensent que c'est un tricéphalisme, alors qu'ici, c'est une confédération où chacun des paysans est très important et apporte effectivement sa touche. Regardez ce que la fermeté et la stratégie avec laquelle le président Tiani avance. Regardez effectivement la résilience que présente le président Goïta. Le président Goïta, en dehors effectivement, si vous nous considérez sa solidité, si vous considérez la stabilité de son idéal, il pourrait aujourd'hui avoir été vaincu par l'Algérie, la stratégie de l'Algérie, par effectivement les Français avec leur dernière tentative. Donc, c'est dire que chacun des trois est très stable, est très stratégique et fait la force de l'ensemble. Et c'est pourquoi il y a un plan en bas qui ne se dit pas de déstabiliser en obtenant de créer une crise de confiance quelque part. Et c'est là effectivement que les peuples de l'AES et les gouvernements de l'AES doivent être effectivement très très vigilants pour éviter une quelconque faille. Alors, monsieur et docteur Hyacinthe Ouédraogo, quelle est l'analyse que vous faites du passage du président en exercice de la CEDEAO à Ouagadougou, Julio Maada Bio? Ok, pour moi, je pense que c'est un début de prise de conscience que l'AES n'est pas un jeu d'enfant, que l'AES n'est pas un mort-né, que l'AES a de l'avenir, c'est un espace confédéral qui se construit et qu'il faudra dans le jeu... Mais est-ce que c'est un rapport, c'est un rapprochement sincère qui se dessine? En fait, que ce rapprochement soit sincère ou pas, les choses vont l'imposer avec le temps. Parce que déjà aujourd'hui, s'il y a une visite qui tend à reconnaître l'AES et à proposer un schéma d'évolution conjointe, c'est déjà une très bonne avancée à mon sens. Parce qu'il y a de cela un an, on disait encore que l'espace ne pouvait pas survivre. Il y a encore un an de cela, on disait qu'il faut tout faire. On envoyait des émissaires partout. C'était le président sénégalais Diomaye Faye, c'était donc le président du Togo qu'on envoyait comme des émissaires, voilà, pour venir négocier. Tantôt, c'est le président du Ghana, le dernier. Donc, on ne croyait pas et on voulait tout faire pour que le projet soit avorté.
Maintenant que cela n'a pas eu lieu, on commence à nous prendre au sérieux. On commence à comprendre que l'AES, dans la géopolitique africaine ou même internationale, c'est un partenaire avec lequel il faut traiter pour que même cela participe même de l'intérêt des populations de l'Afrique de l'Ouest. Donc je crois que ce soit les questions de libre circulation des personnes et des biens, que ce soit les questions économiques et diplomatiques, là, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime. Et quand on regarde le capital sympathie que l'AES a vis-à-vis des peuples de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique en général, aujourd'hui, il faut être naïf, il faut être de mauvaise foi pour ne pas savoir que l'AES a pris une direction qui est la bonne et que l'histoire va nous donner raison. Donc aujourd'hui, moi je pense que la CEDEAO, même si elle n'est pas de bonne foi, je sais qu'elle n'est pas de bonne foi, s'il y a aujourd'hui la moindre occasion qui se présente devant la CEDEAO, des présidents comme les Alassane Ouattara et autres ne vont pas hésiter à nous écraser. Absolument. Donc, c'est, comme on aime le dire, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Aujourd'hui, c'est la survie même de la CEDEAO et c'est aussi même le crédit des chefs d'État dans les différents États de la CEDEAO même qui se joue. Parce que continuer à sous-estimer ou à négliger l'AES, c'est aller aussi à l'encontre même de la volonté de leur peuple. Et aujourd'hui, je crois que ils ont compris. Moi, je pense qu'on peut aller ensemble, mais chacun, c'est une évolution conjointe où chacun doit rester sur ses gardes parce que si l'occasion se présente, on ne nous fera pas cadeau. Et comme vous l'avez dit, l'AES a fait la preuve qu'elle avance. Vous avez cité à l'entame le Parlement. L'opérationnalisation du Parlement. Ça, c'est un élément. On va en revenir. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merci. Alouna Traoré, Julio Madabio, le président en exercice de la CEDEAO, mardi à Ouagadougou, disait que l'organisation régionale va travailler avec la façon afin, dit-il, de promouvoir la prospérité économique de notre bloc régional, la CEDEAO. Quelle est l'analyse que vous faites du passage du président en exercice? Il faut dire que Julio Madabio était en mission au Burkina. Son passage à Abidjan, le président ivoirien l'a mandaté de faire revenir l'AES dans les rangs de la CEDEAO. La même mission avait été confiée dans un passé au président sénégalais, puis au président ghanéen. Chaque fois qu'ils sont de passage à Abidjan, le président Alassane insiste et tient à ce que ces trois États-là reviennent en CEDEAO. Et chaque fois, on profite de l'arrivée des nouveaux venus pour cette mission-là, puisque eux, ils savent que cette mission-là, avec les anciens, ne passe pas. Donc, Madabio est venu, il a fait exactement comme le Ghanéen l'a fait ici. Il a parlé plutôt des relations bilatérales entre le Burkina et la Sierra Leone. Mais il faut se dire qu'avec l'élément, la CEDEAO, la vigilance est de mise. Surtout que la CEDEAO n'est pas indépendante. Elle répond de l'agenda occidental. C'est un instrument, une structure sous-régionale au service de l'Occident collectif pour nous maintenir en domination. Et c'est une structure impérialiste. Surtout que les frais de fonctionnement, tout est baillé par l'Occident. Alors, Madabio est en mission, mais pourquoi le choix du Burkina? Bon, comme les autres l'ont souligné, selon leurs analyses, ils disent que la force, peut-être, ils peuvent se dire que la force de l'AES se trouve au Burkina. Une fois, c'est peut-être le maillon faible, une fois qu'ils arrivent au bout, c'est la porte d'entrée. Ils veulent trouver un moyen, quel que soit le pays par lequel ils passeraient. L'essentiel est que l'AES revienne en CEDEAO. Or, les ruptures ont été consommées. Ils font de l'aller un pied en avant, un pied en arrière. La CEDEAO avait eu de bonnes intentions de considérer l'AES comme une entité souveraine en allant au Mali, reconnaissant comme la libre circulation des biens. On vit en bonne intelligence. Nous ne retournons plus à la CEDEAO, mais on vit en bonne intelligence. Quelque temps après, on n'a pas compris les attitudes et les comportements de la CEDEAO. Ce qui montrait
que la CEDEAO n'est pas indépendante d'esprit. Elle répond à un agenda. C'est un instrument au service de l'Occident. Et ce que l'Occident ne peut pas faire dans la sous-région, c'est la CEDEAO qui le fait au service des intérêts impérialistes de domination. Il faut que cette lecture-là soit claire au niveau de nos dirigeants. L'AES, souverain, quête de souveraineté, en train de gagner la bataille contre le terrorisme. Nous connaissons le terrorisme aujourd'hui. Le terrorisme n'est rien d'autre que ceux qui veulent nous dominer. C'est l'ancienne métropole avec ses alliés. Donc, étant clair sur nos principes, il faut évoluer à rang serré en croyant les peuples nous font confiance. Continuer de mobiliser les peuples au service de la souveraineté et de la dignité. Et je pense que c'est la voie de non-retour. La voie de non-retour. En tout cas, la CEDEAO tente un rapprochement et l'AES se fortifie pendant ce temps et le Parlement confédéral est en passe d'être une réalité. Quelle appréciation vous en faites dans les gars? C'est un progrès. Parce que vous savez qu'il est important, dans le cadre d'une confédération, d'avoir la réalité du pouvoir dans les mains, effectivement, des peuples. Parce que ce qu'on a reproché, effectivement, à la CEDEAO, c'était quoi? C'est que c'était une CEDEAO des chefs d'État. C'était une CEDEAO des gouvernements, mais ce n'était pas une CEDEAO des peuples. Nous avons l'avantage que dans chacun des 3 pays, il y a des structures de transition, législatives de transition, et ces structures-là ont l'émanation, d'une manière ou d'une autre, des peuples. Si vous prenez le cas du Burkina Faso, c'est la structure qui a investi, qui a réinvesti le président du Faso en lui donnant 5 ans, qui a une structure populaire, dans le cadre d'une démocratie populaire, c'est de cette structure-là qu'émane également la structure législative de transition. C'est un peu la même approche dans les autres pays. Donc, on peut dire, oui, maintenant, il nous faut, au niveau national, au niveau de la Confédération, une structure qui parle au nom, effectivement, des peuples. Bien. Il faut cependant dire une chose. Il faut que nous travaillions à ce qu'il y ait un cadre dans chaque pays, qui est un cadre organisationnel, un mouvement qui encadre effectivement toutes les luttes panafricanistes qui sont en train de se faire dans chacun de ces pays. Parce que les actions sont progressistes. Les visions sont bonnes et mobilisent effectivement l'ensemble de nos 3 peuples. Mais il faut avoir le courage et l'autorité intellectuelle de dire et de faire le constat que ça émane des valeurs intrinsèques pour le moment de nos 3 leaders. Est-ce que c'est et nous devons travailler. Se passer doucement au Burkina avec notamment la création de la commission nationale, les commissions nationales. Hein? Non, la création de l'Institut des peuples noirs africains, c'est non. La création de l'Institut, comme le nom l'indique, c'est une institution qui est chargée de réfléchir au niveau effectivement. Vous faites allusion, hein? Non. Quand je dis il faut une organisation, vous savez, sous effectivement la révolution populaire de 83, et le témoin vivant est là, nous avions les CDR. D'accord? Nous avions bien sûr le CNR, mais nous avons toutes les structures décentralisées jusque dans les villages et les quartiers. Et ça permettait de faire quoi? Ça permettait effectivement une mobilisation par une circulation dans les 2 sens de l'information. La base au sommet comme le sommet de la base. Mais nous avions aussi, et avant tout, le DOP, qui était le discours d'orientation politique, qui encadrait, qui avait quoi? Qui incluait la prospective pour le développement effectivement du pays, qui incluait les valeurs intrinsèques qui sont des valeurs de justice sociale, qui sont les valeurs effectivement de démocratie populaire, qui sont des valeurs effectivement de justice et d'équité.
Et c'est tout ça qui oriente. Et maintenant, ceci permettait de sortir les programmes. Et quand vous prenez des programmes comme les PPD, ce n'étaient pas des programmes, et quand vous prenez des programmes comme les cités, ce n'étaient pas des programmes qui tombaient en l'air. Non, c'était des programmes qui découlaient d'une vision populaire, progressiste, de l'octroi du logement au peuple. Si vous prenez effectivement les lotissements, c'est des lotissements, ça obéissait à une certaine... Et c'était défini. Et c'est ça que nous devons définir. Nous avons aujourd'hui la RPP, et qu'il faut saluer, parce que c'est un approfondissement. C'est une évolution, effectivement, la RDP, qui intègre les changements qui sont intervenus dans le monde entier aujourd'hui. Rester, effectivement, à la RDP, c'est faire du statu quo. C'est refuser que le monde évolue et que le peuple évolue, effectivement, dans sa prise de conscience générale. Et qu'il y a des étapes qui sont avancées. Progressiste et populaire. Et c'est pourquoi, effectivement, ça doit être consigné. Et c'est pourquoi, effectivement, il doit y avoir des structures représentatives de leaders. Voilà. Et il faut dans l'ensemble des pays des structures organisationnelles du type. Alors, on va évoluer très rapidement. On n'est pas dans les secrets de Dieu. Peut-être que ça existe, mais ça n'a pas été dévoilé pour le moment. On n'en sait pas grand-chose. Docteur, réaction, donc, analyse par rapport justement à ce sujet-là, sur ce sujet de la création du Parlement confédéral bientôt. Ok, je crois que c'est une bonne chose. On est en train d'avancer, on est en train d'harmoniser les politiques. Et je crois que pour que nous puissions construire un espace confédéral... Alors, très rapidement, parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc, un espace confédéral qui vraiment puisse tenir toutes ses promesses. Il faut qu'on arrive à la mise en place donc, de ce Parlement. Et au-delà de ce Parlement, que d'autres structures qui rassemblent, qui fédèrent les intelligences, qui fédèrent aussi la gouvernance ou qui centralisent cette gouvernance-là, à mon sens, c'est inévitable. Et si on commence par le Parlement, c'est aussi impliquer le peuple dans son ensemble. Parce que quoi qu'on dise là, il faut qu'on montre au monde que nous pouvons concevoir un autre format de démocratie qui ne soit pas le format que l'Occident veut nous imposer. Et ce Parlement peut réfléchir pour nous épargner au mieux tout ce qui relève du droit gréco-romain, tout ce qui relève donc des procédures françaises et autres là, pour vraiment asseoir. Voilà, comme vous êtes pressé, je vais limiter. Alors, l'AES avance sereinement. Alouna Traoré analyse par rapport justement à cette avancée majeure, on va dire comme ça. Ouais, c'est la création des institutions nouvelles ou la création de la démocratie, une nouvelle forme de démocratie. La démocratie occidentale a fait la preuve de ses lacunes dans nos 3 États. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui sont là, qui fédèrent des aspirations des peuples et mobilisent. Donc, il appartient à la direction politique des 3 États de créer quelle nouvelle forme de démocratie qui bat en brèche la démocratie électoraliste telle qu'on l'a connue. Donc, il faut créer ces nouvelles véritablement fonctionné. Voilà. Il faut créer cette nouvelle forme de démocratie populaire où le peuple est invité à libérer son génie créateur dans les 3 États. Et moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Encore une fois, l'AES en train de consolider ses bases. Et ce qui unit l'AES, c'est la lutte contre le terrorisme. Et s'ils ne perdent pas ça de vue, et là, ils sont en train d'endiguer le mal. Et du fait d'endiguer le mal, ça les unit davantage. Ils créent des institutions qui vont en faire une diplomatie commune, une banque d'investissement. En tout cas, et la constitution des réserves en or dans tous les 3 États. Je pense que c'est des bonnes perspectives pour l'AES. Il va dans la même direction, les mêmes aspirations. Bon, gagner la guerre et lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Merci, et l'affirmation. Merci, M. Traoré. Alors, le dernier sujet, nous allons faire un tour de table parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'achever à grands pas. Pour parler de la relation Burkina-Côte d'Ivoire, eh bien, le gouvernement ivoirien a confirmé mercredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres, l'existence d'un dialogue avec les autorités du Burkina Faso pour permettre la libération de 6 agents de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides interpellés le dimanche 24
août 2025. Monsieur Ntambega, déjà brièvement, qu'est-ce qu'on sait de la genèse de cette actualité et quelle appréciation vous faites de ce pourparlers si ça se trouve que ça se mène en ce moment? Il faut se dire que depuis un certain temps, dans le net, dans les réseaux sociaux, on a vu effectivement 6 bons hommes en tenue militaire, en armes, et il ressort de certaines publications que c'est des gendarmes ou en tout cas des hommes de tenue ivoiriens qui pénétraient le Burkina Faso pour des actions de déstabilisation. Et puis, on a entendu aussi d'autres publications qui disaient que c'est des gens qui relevaient de la DARA, comme vous le dites. Et ce n'est que il y a 2 jours, à l'issue de la sortie du ministre porte-parole du gouvernement ivoirien, qu'on a eu la certification qu'il y a arrestation d'hommes, c'est ce que je peux dire à ce stade, d'hommes, de citoyens ivoiriens qui sont au Burkina Faso et qu'il y a une langue qui a été prise entre les 2 gouvernements pour permettre effectivement leur libération. OK. Ceci dit, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec ce qui est arrivé. D'abord l'histoire des 2 gendarmes, puis ensuite Ali Faso. Et aujourd'hui, le fait que nous ayons 6 chez nous, même si notre gouvernement n'a rien dit pour le moment dessus. Tout ce que je peux dire, soyons très prudents. Je vais être prudent parce que quand ça devient une situation comme des otages, il faut laisser les responsables politiques gérer. Et comme chez nous, ils n'ont encore rien dit, on peut effectivement qu'aller avec des suggestions et des suggestions. Et moi, je vais rappeler un élément historique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, l'armée soviétique a arrêté le maréchal Paulus, qui était allemand. Et quelque temps après, dans une opération stratégique menée par les Allemands, ils ont pu arrêter Yakov Djukhavutchi, qui est quoi? C'était qui lui? Lui, c'était le fils aîné de Staline. Et puis, Hitler a proposé, en 1943, c'est-à-dire 2 ans et demi de prison après, à l'Union soviétique, de faire un échange entre effectivement les 2. Et Staline, bien que ce fût effectivement son premier fils, a dit, il ne va pas échanger un soldat contre un maréchal. Son fils, malheureusement, est mort en Allemagne en 1943, dans des circonstances pas claires. Mais pourquoi je rappelle ça? C'est dire que Staline a tenu au principe, effectivement, de justice et de gagner la guerre et de l'honneur de son pays. Et il a refusé d'échanger son propre fils avec un. Donc je veux dire, aujourd'hui, le parallèle c'est quoi? Nous sommes dans une situation où nous avons en Côte d'Ivoire une panoplie d'individus qui combattent leur propre pays. Des apatrides comme on ne peut pas le contester aujourd'hui. Alors, je souhaiterais que dans le cadre de la négociation pour la résolution de cette crise, ceci soit mis sur la balance et que nous puissions avoir ces gens-là chez nous. Je crois que le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien l'a dit à demi-mot. Il dit que nous sommes engagés dans ces voies qui demandent de la patience parce qu'il ne peut pas donner donc, la certitude que les choses vont aller très vite. Alors, lecture, docteur. Pour ce que moi je peux dire sur ça brièvement, c'est que le cas Ali nous a beaucoup enseigné. Et à Morée, on aime dire que on ne doit pas piétiner les testicules de l'aveugle 2 fois. C'est un proverbe. Et moi, je pense qu'ici, on ne doit pas se laisser duper une autre fois.
Quoique l'an passé, on avait retourné des citoyens ivoiriens qu'on avait saisis aux abords donc, de la frontière et on avait permis que ces gens retournent chez eux. Mais le cas Alino et d'autres cas ont été maltraités. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer diplomatique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et à mon sens, là, ces gens doivent être gardés le plus longtemps possible pour que cela serve de leçon à d'autres personnes qui pourraient aussi être envoyées en mission d'espionnage ou de déstabilisation. Si ces gens sont libérés, bon, qu'elles appartiennent à Dara ou autres, on ne sait jamais. L'Occident nous a fait la preuve que la plupart des ONG et autres là sont aussi des outils d'infiltration. Donc aujourd'hui, la prudence veut qu'on garde ces personnes-là pour que s'il y a d'autres qu'on veut envoyer, qu'ils sachent que si vous venez, vous allez rester. Parce que si on les libère de sitôt, on va dire encore à d'autres, non, allez-y, même si on vous arrête, on va vous libérer. On a vu la même Côte d'Ivoire avec l'affaire des 49 soldats au Mali, au début donc de la transition au Mali. Chaque fois, ce sont leurs citoyens qui se retrouvent dans des complots de déstabilisation. Donc, à mon sens, il faut qu'on commence à ce niveau à être regardant. Ce qu'on a saisi là, on les garde le plus longtemps possible. Et comme l'a dit le doyen à la fin, au besoin qu'on mette ça sur la table et que même ces citoyens qui nous dérangent, ces apatrides burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, même si on ne va pas nous les livrer comme des colis, qu'on les expulse de la Côte d'Ivoire. C'est parce que ces gens ont un lieu de refuge, qu'ils sont à l'aise pour nous contre-attaquer. Pour nous contre-attaquer, nous sommes au thème de l'émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous laisser le dernier mot en quelques mots. On dit couramment chez les Mossi, le génie s'apprend chez le voisin. Donc, en la matière, la Côte d'Ivoire nous a beaucoup en train de nous enseigner la conduite à tenir. Nous ne ferons pas comme le cas Alino, mais il faut quand même que nous apprenions à nous faire respecter sur la scène internationale et sous-régionale. Voilà. C'est le mot. Voilà. Merci Alouna Traoré d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que M. Alouna Traoré est militant de la Révolution d'août 1983. Merci à vous, Gervais Nadambega. Vous êtes consultant en développement organisationnel. Merci à vous, Dr Yacine Touidrago, coordinateur adjoint du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la C360, pour votre constante fidélité à nos programmes et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.